Tu sais, j'ai soutenu que les tribus ont maintenant un levier important, tant au niveau politique qu'économique, et nous devrions utiliser ce levier pour commencer à façonner les discussions autour de la politique étrangère. Avec les changements significatifs auxquels tu as fait allusion et les bouleversements géopolitiques en cours, qui sont profonds, nous devrions commencer à nous engager dans ces conversations et à les influencer. Bonjour à tous, je suis Pascal des études de la neutralité et aujourd'hui je parle avec le professeur Garrick Cooper. Garrick est professeur associé à l'école Aotahi d'études maoris et indigènes à l'université de Canterbury à Christchurch en Nouvelle-Zélande. Garrick étudie la décolonialité, ce qui inclut la compréhension des manières dont la colonialité se reproduit et se maintient, préserve les intérêts des groupes dominants dans la société, et comment nous pourrions subvertir ces processus. Les nombreuses façons dont la colonialité domine encore le monde contemporain en Nouvelle-Zélande et au-delà est ce dont nous voulons parler aujourd'hui. Alors Garrick, bienvenue. Pascal, and tēnā koutou nā kai whakarongo te hongo e whakarongo mai nā tēnā koutou. J'aimerais comprendre ce que tu venais de dire. C'était très bref. Istasque bonjour et saluez vos auditeurs. C'est très agréable d'entendre la langue indigène maori. Je vais vous poser des questions sur les Maoris dans un instant. Et ce sont vos gens, n'est-ce pas? Vous êtes en partie Maori. J'aimerais commencer par vos études, comme je vous ai présenté, car les termes colonialité et décolonialité étaient nouveaux pour moi, jusqu'à ce que je vous rencontre par chance. Je pense aux choses en termes de colonisation et de décolonisation. Pourriez-vous peut-être commencer par expliquer comment ces termes diffèrent et pourquoi vous optez pour la décolonialité au lieu de la décolonisation? Oui, bien sûr. Les termes colonialité et décolonialité proviennent vraiment d'un ensemble de travaux de certains chercheurs caribéens et latino-américains au début des années 2000. L'une des distinctions qu'ils font entre les deux est qu'ils parlent de la colonialité comme d'un artefact de la colonisation formelle et des pouvoirs et relations qui existent une fois que la colonisation formelle a cessé. Parfois, les colonisateurs partent, parfois, ils ne partent pas. Mais certainement, l'ensemble des relations qui ont été établies pendant cette période coloniale formelle se maintiennent. Donc la colonialité consiste vraiment à nommer l'ensemble continu de relations établies pendant cette période coloniale formelle. Les chercheurs décoloniaux ou chercheurs en décolonialité parlent également, en particulier Nelson Maldonado Torres, qui discute de 4 composantes de la colonialité, dont l'une est l'établissement d'une hiérarchie raciale. Ces choses seront probablement assez familières à vos auditeurs, je suppose. L'établissement d'une hiérarchie raciale, l'établissement des États-nations, le contrôle du travail et le contrôle du savoir. Toutes ces 4 composantes contribuent au projet de la colonialité. Par conséquent, si nous nous intéressons à la décolonialité, nous devons aborder l'impact de cela à travers la modernité. Probablement, la seule autre chose que je soulignerai est que la colonialité est souvent évoquée comme le côté sombre de la modernité. Nous parlons des 300 à 400 dernières années de l'humanité comme d'une véritable percée depuis le Moyen Âge ou ce qui l'a précédé. Mais ce dont on ne parle pas souvent, ou dont on parle moins, c'est de l'impact de cela sur de nombreux groupes à travers le monde, tels que les peuples autochtones, et l'impact de la traite transatlantique des esclaves, et ainsi de suite. Oui. Pouvez-vous nous donner quelques exemples en utilisant la Nouvelle-Zélande? Je veux dire, les défis ou les problèmes auxquels les Maoris sont confrontés en 2024 en Nouvelle-Zélande.
qui montre comment la colonisation, même si elle a pris fin, la colonialité est toujours en cours. Yeah, sure. So, Oui, bien sûr. Donc, en ce moment, nous avons une série de politiques très intéressantes, pour le dire gentiment. Nous avons un gouvernement conservateur qui est arrivé avec un programme assez radical, promouvant un certain nombre de politiques anti-Maori. Mais avant cela, et nous pourrons en parler plus tard, mais avant cela, et en quelque sorte depuis les années 1950, les Maoris ont déménagé des zones rurales vers des localités urbaines. Et depuis lors, en particulier, vous avez vu l'impact du système éducatif, du système de protection sociale et du système judiciaire sur les Maoris. Aujourd'hui, nous représentons environ 18-19% de la population totale. Today, we're about 18-19% of the overall population. We're trending up. Nous sommes en hausse. Mais depuis 40 ans, nous représentons bien plus de 50% de la population carcérale. Les femmes maoris en particulier représentent environ 60% de la population carcérale. Depuis les années 1950, avec l'urbanisation, nous constituons une grande partie de la population carcérale. Et cela ne va pas changer rapidement. En termes d'éducation et de mobilité sociale, nous avons principalement occupé des emplois plus intensifs en main-d'œuvre après l'urbanisation. Lors des récessions économiques, notre population est la première à être touchée par l'impact de ces récessions. Nous sommes donc souvent beaucoup plus pauvres, moins éduqués et en moins bonne santé que ce que nous appelons les Néo-Zélandais Pākehā ou les personnes blanches en Nouvelle-Zélande. Et c'est de cette manière que la colonialité s'est maintenue. Mais probablement la seule autre chose que je devrais mentionner est que, vous savez, les Européens sont arrivés ici de manière formelle en 1840 pour signer le traité. Au début du XXe siècle, bien que nous possédions la plupart des terres en 1840, un grand pourcentage de terres avait été aliéné par divers mécanismes, y compris des confiscations et différents mécanismes du Native Land Court. Et donc, au début du XXe siècle, nous étions en grande partie sans terre. Et ce processus n'a pris qu'environ 100 ans. Donc, si vous retourniez dans le temps, disons à la fin des guerres napoléoniennes en 1815, les Maoris étaient plus ou moins, je veux dire, il n'y avait pas beaucoup de colons blancs à l'époque. Non, nous n'avions que des colons vers la fin des années 1700, mais ils étaient en réalité des chasseurs de baleines et de phoques, comme on les appelle, qui venaient chasser les baleines et les phoques avant de repartir, avec des Américains ici, à cette époque, et bien sûr, des Britanniques, et d'autres. Mais ce n'est qu'à partir des années 1820 et 1830 qu'il y a eu une augmentation des Européens. Même en 1840, il n'y avait encore qu'environ 2000 Européens ici. Et en 1858, il y avait parité avec les populations. Et c'est à ce moment-là que les choses ont vraiment changé. 1858. Quelle était la... Donc, vous diriez qu'il y a eu une période claire de colonisation, et essentiellement de remplacement des Maoris autochtones sur les îles de Nouvelle-Zélande. Cela a duré jusqu'à quand, à peu près? Qu'en pensez-vous qu'il est juste de dire que nous sommes passés de ce moment de colonisation proactive à cette colonialité plus passive et de maintien des structures? Vers le milieu des années 1850, je pense qu'ils ont mis en place le premier parlement néo-zélandais et ont commencé à établir un gouvernement organisé. Et cela en réponse à l'augmentation du nombre d'Européens ou Pākehā arrivant. C'est tout le Parlement et les structures des colons blancs, je suppose. Je ne pense pas qu'ils aient demandé aux Maoris de se joindre.
n'est-ce pas? Non, pas du tout. Et nous n'étions pas intéressés. Nous avions nos propres structures sociales et politiques, et nous maintenions une sorte de distance avec eux. Vous savez, un certain nombre de chefs disaient « Vous savez, c'est pour les Pakeha, et nous avons les nôtres. Nous nous occuperons de notre propre peuple. Merci. » Et les chefs disaient cela jusqu'à la fin du 19e siècle. Les choses ont un peu changé au début du 20e siècle. Oui. Mais la seule autre chose que je veux souligner, c'est qu'entre environ 1845 et le début des années 1870, il y a eu une série de guerres, essentiellement dans toute l'île du Nord, du sommet de l'île du Nord jusqu'au sommet de l'île du Sud. Une série d'engagements avec l'armée britannique. Et les Français étaient là aussi. Permettez-moi de poser la question de cette manière. À quel point les pertes ont-elles été graves du côté des Maoris? Je veux dire, si nous comparons cela à ce qui s'est passé en Amérique du Nord, c'était un génocide. Comme je veux dire, de grandes parties de la population autochtone ont été éradiquées. Certaines personnes disent comme « Oh, ils sont juste morts de la variole. » Et vous savez, c'est la maladie qui les a emportés. Mais à la fin de la journée, peu importe ce qui a tué les gens, c'est juste le fait que beaucoup de gens sont morts. Comment ça s'est-il passé en Nouvelle-Zélande? Y a-t-il eu de grandes vagues de décès? Non, pas par la guerre. C'était plutôt par la maladie et l'aliénation des terres. Je veux dire, il y a eu des morts significatives à cause de la guerre. Mais la guerre pré-européenne en Nouvelle-Zélande était différente, n'est-ce pas? Nous avions une série de ce que vous pourriez appeler une guerre de guérilla. Nous avions une série d'engagements, et comme vous ne pouviez pas vous permettre de grandes pertes, dès qu'il y avait un engagement et que vous voyiez la trajectoire générale de l'engagement, vous pensiez, d'accord, nous allons nous retirer maintenant parce que ça ne s'annonce pas bien. Ou vous continuez, et l'autre groupe se retirerait. Donc, nous avons continué ce genre d'approche des batailles avec les Européens. Nous ne restions pas pour nous faire massacrer. Et donc, dans les guerres de Waikato, par exemple, nous construisions ce que nous appelons des pas de combat ou des fortifications de combat. Nous avions un engagement avec les Britanniques, puis nous le quittions. Nous déplacions vers un autre endroit et nous préparions à nouveau pour la bataille. Ainsi, de cette manière, nous ne subissions pas de grandes pertes. L'autre aspect de cette période était que, pour les Européens, c'était en grande partie un combat au corps à corps. Nous n'avions pas de mousquets, etc. Mais les mousquets et la guerre de canon ont vraiment changé la nature des engagements. Et nous avons donc dû développer de nouvelles techniques et stratégies pour contrer cela. Ils ont développé des tunnels et des tranchées qui protégeaient essentiellement un grand nombre de guerriers pendant le bombardement. Il y avait souvent des occasions où les Européens pensaient qu'ils avaient tellement bombardé que tous les Maoris étaient morts. Puis ils attaquaient la fortification pour découvrir que tous les Maoris allaient très bien, en fait, et contre-attaquaient, tuant un grand nombre d'Européens dans le processus. Diriez-vous donc que l'histoire des Maoris, de la colonisation des terres Maoris, n'est pas tant celle d'un génocide pur et simple, qu'une bataille constante jusqu'à un certain point où les Maoris ont été intégrés dans ce qui est aujourd'hui la Nouvelle-Zélande? Eh bien, telle qu'elle est. Oui. Je dirais que nous n'avons jamais été pleinement intégrés, de bien des manières. Et même aujourd'hui, vous savez, la plupart des gens nous considéreraient comme pleinement intégrés. Mais il y a de larges pans de la population maori aujourd'hui que je ne qualifierais pas d'intégrés. Ils ont été qualifiés par les politiciens non pas de chômeurs, mais de sous-employés, de sous-classe. Et donc, vous savez, j'ai écrit à ce sujet dans un article que je vous ai envoyé. Ce sont ce que j'appelle
Te Hapaio, ou comme Fanon les appelait. Et il y a une sorte de section de la société maori, à travers le chômage, à travers l'engagement avec le système pénal et judiciaire. Cela a signifié qu'ils ont effectivement été exclus de la société de nombreuses manières différentes. Et le gouvernement actuel continue avec cette poussée, en particulier contre les gangs. En même temps, il semble y avoir une conscience très forte dans la Nouvelle-Zélande d'aujourd'hui, y compris parmi les enfants et les petits-enfants des colons, des Européens blancs, que c'est une terre maori. Je veux dire, votre université s'appelle l'Université de Canterbury, et il n'y a pas plus anglais que Canterbury. Mais elle a un sous-titre, Te Ware Wananga o Waitaha. Mais c'est officiel, c'est dans le slogan, n'est-ce pas? Dans l'emblème. Te Waruananga o Waitaha. Oui, il y a... Vous savez, depuis les années 1980, il y a eu une poussée vers une sorte de bilinguisme en Nouvelle-Zélande, en particulier avec le mouvement de revitalisation de la langue, qui a vraiment commencé vers le milieu des années 1970, car le nombre de locuteurs restants au sein du Maoridom était tombé à environ 5% de locuteurs natifs. Donc il y a eu un grand effort autour de la langue. Mais avec cela est venue une sorte d'augmentation du statut de la langue. Et donc non seulement les universités, mais aussi les départements gouvernementaux ont adopté des noms maoris. Et c'est ainsi que la langue maori est assez omniprésente dans l'anglais néo-zélandais et la société néo-zélandaise. Alors, est-ce une langue officielle? Pouvez-vous exiger que vos documents vous soient envoyés en maori? Oui, c'est une langue officielle, et nous avons deux langues officielles, le te reo maori et la langue des signes. L'anglais ne l'est pas, ce qui a créé une certaine inquiétude parmi les habitants ici. Je ne le comprends pas moi-même, mais voilà. Mais que diriez-vous aujourd'hui, malgré les vestiges de la colonialité qui sont encore clairement présents, de la paix sociale en Nouvelle-Zélande et de toutes les amitiés, liens et mariages mixtes, dont je crois que vous êtes également un exemple? Où cela laisse-t-il la structure sociale aujourd'hui? Au lieu d'avoir un système de nous contre eux, comment se passe la vie et comment voyez-vous ce développement sans perdre la tradition maori dans l'assimilation? Oui, donc en grande partie, nous avons réussi, malgré une sorte de sape de la langue, des coutumes et des connaissances à travers le système éducatif et les structures de l'État. Nous avons réussi à maintenir cela, en particulier au cours des 2 ou 3 dernières générations de jeunes Maoris. Il y a eu ce que nous appelons une renaissance. En ce sens, cela s'est renforcé depuis les années 1980. Je suppose que c'est pourquoi nous recevons aujourd'hui des réactions négatives de la part du gouvernement. Donc, nous avons réussi à cela. Il y a bien sûr beaucoup d'intégration. L'un de nos érudits les plus connus de la dernière génération, un homme sous lequel j'ai étudié un peu, le professeur Ranginui Walker, qui est maintenant décédé, a dit que la colonisation se règle dans les chambres à coucher. C'est à travers les mariages mixtes que l'on résiste, Insnay, d'une certaine manière à la colonisation. Oui. Et dans la société maori actuelle, y a-t-il maintenant une plus grande prise de conscience de l'importance de maintenir ces traditions vivantes, ou même de les ramener? Et comment se porte la langue? Je veux dire, est-ce qu'elle se développe à nouveau? Oui, particulièrement chez la jeune génération, cela se développe en quelque sorte. Quand j'étais un jeune parent, c'était ma génération qui envoyait nos enfants dans ce que nous appelons les nids de langue, et ils ont essentiellement suivi un système éducatif complètement immergé dans le te reo maori. Au cours des 40 dernières années, cela a été assez réussi. Cela dit, un grand nombre d'enfants maoris
n'ont pas l'opportunité de participer à ces types d'initiatives éducatives. Donc, un grand nombre d'enfants maoris sont dans ce que nous appelons l'éducation traditionnelle. Mais même au sein de l'éducation traditionnelle, il y a une sorte de prise de conscience et d'appréciation des choses maoris, et ils intègrent en quelque sorte des aspects de la langue et de la culture maori dans le système traditionnel. Je dirais cependant, Oui. Et le processus de décolonialité? Eh bien, le processus de renversement de ces structures. Qu'est-ce que les Maoris font actuellement pour, vous savez, sans perturber le pays ou sans perturber la paix sociale actuelle? Comment mener le processus de décolonisation? Oui, donc je ne suis pas sûr si cela fait partie d'une aide à la décolonisation et à la décolonialité, mais au cours des 30 à 40 dernières années, nous avons été engagés dans un processus de réparation. En 1975, nous avons mis en place la loi sur le tribunal de Waitangi. Nous avons signé un traité avec les Européens en 1840. Après sa signature, il a été largement ignoré pendant environ 100 ans. En 1975, une loi a été établie pour dire qu'en fait, la couronne devrait honorer le traité et commencer à le respecter. Mais ce n'est qu'au milieu des années 1980, vers 1983 ou 1984, que le tribunal a été habilité à examiner les transgressions historiques. Depuis le milieu des années 1980, les tribus se sont engagées dans ce processus de réparation où elles présentent des cas au tribunal, et le tribunal fait des recommandations. Le gouvernement entrait ensuite en négociation avec les tribus pour le retour des terres, la réparation culturelle et fournir aux tribus un peu d'argent pour démarrer. Dans les années 1990, la première série de ces revendications a vraiment été réglée. Un certain nombre de tribus sont devenues assez riches. Il y a 2 tribus en particulier, une dans l'île du Nord et celle où je me trouve dans l'île du Sud. Ce sont des entités particulièrement riches. Je pense qu'entre eux, n'importe où, s'il vous plaît, ne me citez pas là-dessus, mais je pense qu'ils partagent des actifs allant jusqu'à environ 6 à 7 milliards de dollars. Donc, ils sont significatifs. Les tribus de l'île du Sud ici, Ngai Tahu, sont très puissantes grâce à des dépenses financières prudentes, des investissements et des opportunités économiques, mais aussi grâce au processus de réparation. C'est donc de cette manière que les tribus ont pu retrouver une assise économique et commencer à influencer la politique gouvernementale. Nous avons des relations avec les tribus et elles ont des relations avec le gouvernement à différents niveaux, où elles commencent à influencer la politique en formalisant la relation avec les différentes tribus. Et les tribus, si nous considérons l'État comme cette structure hiérarchique, avec l'exécutif, le judiciaire et le législatif au sommet, et ensuite tout le reste de la société occidentale en dessous, n'est-ce pas, comme partie de la structure. Les tribus sont-elles intégrées dans cela en Nouvelle-Zélande ou sont-elles reconnues comme des entités souveraines à part entière qui peuvent prendre leurs propres décisions? Techniquement, ils sont sous la législation adoptée par le Parlement. Il y a donc des lois mises en place pour l'établissement d'entités tribales qui reçoivent les réparations et établissent ces entités. Donc techniquement, ils font en fait partie du gouvernement et de la couronne, n'est-ce pas? Mais il y a certainement des aspirations à ce que nous appellerions le Tino Rangatiratanga, qui est ce qui nous a été garanti dans l'article 2 du traité. Le Tino Rangatiratanga est vraiment la chefferie. Ce terme a été utilisé au lieu d'autres mots, mais il est plus proche des notions de souveraineté et d'autodétermination. Et donc, bien que nous soyons intégrés dans une certaine mesure à la société dominante, il y a toujours eu des tentatives, et il y en a encore,
à des degrés divers, de mouvements vers l'autodétermination et notre autonomie. Cela n'a pas vraiment été réalisé, mais dans différents domaines. Cela commence à se mettre en place, oui. In different spheres it's starting to take place. Yeah. It's highly interesting C'est très intéressant. Donc en un sens, les Maoris sont un bon exemple d'un type particulier de tentative de repousser les injustices historiques. Peut-être pouvons-nous revenir à l'un de ces cas, car vous l'avez mentionné vous-même à plusieurs reprises, le traité de 1840. Ce traité implique qu'à cette époque, le gouvernement britannique, la couronne, reconnaissait les Maoris comme un autre souverain, comme un sujet sur un pied d'égalité. Était-ce le cas? Et ensuite, d'un point de vue juridique, la violation du traité. Comment cet empiètement a-t-il eu lieu? Je veux dire, évidemment, pas par un coup de force comme cela s'est passé pour Hawaï, où soudainement il y a eu un coup d'État et puis une force extérieure a occupé le territoire. J'ai dû en parler avec un universitaire hawaïen l'autre jour et il a dit « Regardez, nous sommes toujours sous occupation. Nous avons été occupés en une seule fois. Pour vous, cela s'est passé différemment. Pouvez-vous décrire cela? » in one instance. For you, it went differently. Can you describe that? Yeah, so actually before 1840, Oui, donc en fait, avant 1840, nous avons signé ce qui était connu comme la Déclaration d'indépendance en 1835. Et c'était vraiment à la demande, je pense, de certains premiers colons. Essentiellement, une déclaration que nous sommes une nation souveraine ici. Et c'était une sorte de précurseur au traité de 1840. Le traité a été signé en 1840. Il y a deux versions de celui-ci, une version en langue maori et une version en anglais. Elles diffèrent de manière significative. Plus de 500 chefs ont signé la version maori et 30 chefs ont signé la version anglaise. Ainsi, une partie de la tâche du tribunal a été de résoudre et de réconcilier les différences entre les deux versions. Mais clairement, dans la version maori du traité, la souveraineté était reconnue et la couronne s'était engagée à s'assurer que cela soit maintenu. Il faut comprendre qu'en 1840, comme je l'ai dit, il n'y avait que 2000 Européens ici et il y avait environ 5000 plus de Maoris. Nous n'étions sous aucune menace de la part des Européens. Il n'y avait pas de réel besoin de signer un traité avec eux. Ils n'allaient pas envahir. Ils n'en avaient pas la capacité. La raison pour laquelle nous avons signé le traité est que nous voulions maintenir le commerce avec les Européens. Dans les années 1810, les Maoris montaient sur des navires, se rendaient à Sydney et même en Angleterre, principalement pour commencer le commerce. Célèbrement, il y avait un chef de guerre du Nord appelé Ongi Hika qui a voyagé en Angleterre pour obtenir des mousquets, et c'était son principal objectif. Il cherchait à rencontrer la monarchie, mais à l'époque, ils ont refusé. En Angleterre, il est retourné à Sydney, a acheté tout un tas de mousquets là-bas, puis est retourné à Aotearoa et s'est engagé dans une sorte de campagne de guerre de 10 ans contre des tribus qui avaient auparavant infligé des défaites à sa tribu. Dans l'ensemble, ce n'est pas une histoire de... En fait, ce n'est pas l'un de ces moments où les Européens sont venus et ont simplement dit « c'est notre terre, terra nullius », comme ils l'ont fait ailleurs. C'est plutôt... C'est tellement loin qu'en un sens, même les Européens n'avaient pas l'idée de « allons-y et prenons-la ». C'est plutôt « faisons tout ce que nous pouvons ». Et puis cela a évolué naturellement vers ce que c'était. Oui, ils ont donc essentiellement acquis la majeure partie de l'île du Sud, où je me trouve actuellement, par le biais de la notion de terra nullius, parce qu'elle était plus faiblement peuplée. Ils ont conclu une série d'accords avec les chefs locaux pour acquérir de grands blocs de terre en échange de ce qu'ils appelaient des réserves. 10% des terres étaient réservées à la tribu locale. Ces réserves n'ont pas été respectées
Et c'est la base de la revendication contre la couronne de la part de la tribu ici. Mais certainement, dans l'île du Nord, il y avait de grandes sections de l'île du Nord qui étaient des zones interdites pour les Pakeha. Le King Country n'est pas nommé d'après le roi d'Angleterre, il est nommé d'après le roi Maori. Et il a essentiellement dit « pas d'Européens ». C'est ce que nous appelons la ligne Okati. Et ils ne devaient pas entrer dans cette région. Donc vous savez, les Européens sont arrivés en grand nombre, mais principalement autour d'Auckland, Wellington, New Plymouth, puis se sont étendus à partir de là. Et c'est là que vous obtenez le conflit sur la terre, vous savez. C'est à ce moment-là que les grandes guerres entre les Maoris et les Européens ont commencé dans les années 1870, 80 et 90. Oui, les premières guerres dans les années 1840 dans le Nord concernaient vraiment des désaccords entre les relations établies entre certains chefs et les Européens. Et c'était vraiment une querelle autour du commerce. Mais les guerres ultérieures des années 1850 et 1860 portaient vraiment sur la terre et l'empiètement sur les terres maoris. Fascinante. Quel est le niveau des relations internationales, les interactions entre les Maoris et d'autres nations, d'autres États, avec les Chinois, les Américains, je ne sais pas, Hawaï, et d'autres îles du Pacifique? Hawaii, like other Pacific islands? Depuis les années 1980, il y a eu un fort mouvement autochtone international. Et en particulier, nous avons noué des relations avec des frères et sœurs d'Australie, avec des Hawaïens, avec des Amérindiens de Turtle Island, principalement des nations anglo-colonisées. Car nous pouvons tous parler anglais et résoudre les problèmes. Nous avons donc forgé des relations avec eux et avons été inspirés par les différents mouvements de ces régions du monde. Oui, et nous avons contribué au développement dans leur partie du monde. En termes de relations plus larges, nous n'en avons pas, elles sont un peu plus éparses, mais nous avons des relations historiques. Ainsi, avec la Chine, les premiers Chinois étaient ici au milieu du 19e siècle pour spéculer sur l'or. Et il y a eu un grand nombre de familles chinoises dans les communautés maoris qui ont été acceptées et qui y sont encore aujourd'hui, en particulier dans la région de Waikato, où la monarchie maori est établie. Il y a des descendants de la monarchie maori qui sont aussi chinois. Ils se sont mariés entre les deux. J'habitais dans un endroit appelé Otaki, et il y a là-bas de vieilles familles chinoises, 6, 7 générations, et toujours présentes aujourd'hui. Il y a donc des relations avec différents groupes de personnes. L'autre point à souligner est la relation avec l'empereur japonais, dont nous n'avons jamais parlé lorsque nous nous sommes rencontrés. Mais l'un des guérisseurs d'ici a été envoyé. C'est notre histoire. Je ne suis pas sûr de la façon dont elle est racontée au Japon. Il était un guérisseur bien connu et un leader d'un mouvement religieux ici. Et il est allé au Japon dans les années 1920, a passé un certain temps et a rencontré l'empereur. L'une des histoires est qu'il a guéri l'empereur et a forgé une relation avec l'empereur japonais. Plus tard, il y a eu des relations plus récentes. Ngaitu ici, le leader qui était vraiment le précurseur de la tentative de réparation et d'établissement de la bureaucratie tribale, Tatipina Oregon, avait une relation avec un riche homme d'affaires japonais. C'est grâce à un prêt de cet homme d'affaires japonais riche que la tribu a pu financer certaines de leurs premières démarches pour présenter leur cas à la couronne. Donc, il y a toutes sortes de relations à l'échelle mondiale. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'autres. Mais nous avons toujours été des gens qui ont bougé et ont été curieux du monde, je pourrais le dire ainsi.
Pensez-vous que la population maori et son expérience de la colonisation et de la colonialité, maintenant, non seulement parmi les Maoris, mais aussi parmi la population blanche, les descendants européens, influenceront la manière dont la Nouvelle-Zélande, en tant qu'État, mènera sa politique étrangère? Parce qu'il me semble que cela indiquerait qu'il y a plus que de simples raisons géopolitiques pour que la Nouvelle-Zélande soit très prudente en ce qui concerne le développement actuel du Pacifique. Et je parle, bien sûr, de la guerre dont les États-Unis parlent avec la Chine et dont tout le monde dans la région a très peur, y compris les Australiens et les Indonésiens, etc. Vous montez et tout le monde a peur de ce qui se passe lorsque ces deux marteaux se rencontrent. Mais comment pensez-vous que la situation politique locale influencera ces décisions de politique étrangère du gouvernement actuel ou des gouvernements en général? Localement, nous avons eu une influence significative sur la vie politique, la vie économique et au niveau national. L'influence des Maoris est assez omniprésente. Mais en termes de politique étrangère, c'est une autre histoire. Je pense que la politique étrangère de la Nouvelle-Zélande est largement déterminée par des relations historiques avec les sortes d'empires, d'abord de la Grande-Bretagne, mais par défaut avec les États-Unis. Maintenant, nous avons des relations étroites avec l'Australie, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Et historiquement, les Maoris ont en quelque sorte, sinon suivi la ligne, fait partie de cet arrangement. Par exemple, pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, nous avons envoyé des bataillons. Pour ces deux guerres, nous avons envoyé plus de 6000 hommes à la Seconde Guerre mondiale. Mais le bataillon Maori ou le bataillon néo-zélandais? Bataillon Maori. Oui, bataillon Maori. Oh wow. Et les bataillons étaient organisés par tribus. Et donc, ils ont envoyé plus de 6000 hommes à la guerre. Et ils ont principalement combattu en Afrique du Nord, en Crète et en Italie et en Turquie, en fait. Wow. Et donc, nous avons toujours fait partie de cela. Les Maoris ont toujours été une partie importante des forces de défense. Et de cette manière, nous avons joué un rôle dans ces affaires mondiales. Mais j'étais dans un camp militaire il y a quelques années, et l'armée a vraiment du mal à recruter des soldats. J'ai vérifié les chiffres sur l'ethnicité maori dans l'armée néo-zélandaise, et l'engagement ou la participation des Maoris dans l'armée néo-zélandaise a vraiment chuté au cours des 20 dernières années, ce qui en partie me réjouit. Je ne pense pas que nous devrions aller combattre les guerres des autres. Et je ne suis certainement pas intéressé par le fait que nous soyons entraînés dans une guerre avec la Chine. Mais la mesure dans laquelle nous pourrions influencer notre politique étrangère à ce sujet est une question tout à fait différente. Je veux dire, je pense que les tribus ont une influence politique significative, mais ont choisi de ne pas l'utiliser au niveau politique international, se concentrant davantage sur le niveau local. Ce qui m'a quelque peu déçu, en fait. Eh bien, quelle serait votre vision? Pourrait-il y avoir plus d'influence maori dans le monde de l'élaboration de la politique étrangère de la Nouvelle-Zélande? Oui, je veux dire, je pense que les tribus ont maintenant un levier significatif, tant au niveau politique qu'économique. Et nous devrions utiliser ce levier pour commencer à façonner les conversations autour de la politique étrangère. Avec les changements significatifs et les bouleversements géopolitiques en cours, qui sont profonds, nous devrions commencer à nous engager dans des conversations à ce sujet et les façonner. La Nouvelle-Zélande a, depuis les années 1980, essayé d'adopter une position plus neutre, surtout depuis que les Français ont fait exploser un navire dans notre port. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cela. Quel était cet incident? L'affaire du Rainbow Warrior impliquait un navire de Greenpeace. Les Français ont envoyé quelques
Certaines de ces personnes infiltrées ont bombardé un navire dans l'un des ports d'Auckland. L'incident du Rainbow Warrior a tué plusieurs personnes. C'était un peu un scandale. Nous les avons trouvés, mis en prison, mais un accord a été conclu plus tard et ils ont été renvoyés en France. Depuis les années 1980, avec l'impact de la guerre nucléaire, la Nouvelle-Zélande a essayé de suivre un chemin plus neutre. Nous avons dit aux Américains que nous n'accepterions pas leurs sous-marins ou navires nucléaires dans nos ports. Cela a été un petit obstacle dans la relation, mais je pense qu'ils s'y sont habitués. Et dernièrement, il y a eu une tendance, je pense, à nous réaligner avec ces grandes puissances. Récemment, le gouvernement néo-zélandais est devenu partie prenante de l'accord Five Eyes, qui consiste essentiellement en des espions de 5 nations partageant des données entre eux. En fait, certains d'entre eux espionnent les autres parties de la relation parce que les gouvernements ne peuvent pas espionner leurs propres citoyens. Donc nous demandons à nos partenaires de s'espionner mutuellement. Mais l'annonce récente de Locus, qui était une autre relation, je ne suis pas entièrement sûr des détails, a en quelque sorte renforcé notre position dans cet ensemble de relations avec les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Australie, et ainsi de suite. D'accord. Donc, dans l'ensemble, la position de la Nouvelle-Zélande est assez claire. Et le facteur Maori, dans ce sens, n'est pas un facteur opposant, je suppose. Cela n'a pas tant d'effet. Je pense que ça pourrait être beaucoup plus. Surtout étant donné que notre plus grand partenaire commercial en ce moment, et depuis un certain temps, est la Chine. Plus de 30% de notre commerce se fait avec la Chine. Nous nous tirerions une balle dans le pied si nous nous engagions dans une guerre avec la Chine. Et la Chine le sait. Ils ont envoyé des signaux. Le gouvernement travailliste était un peu plus prudent, mais ce gouvernement a été un peu plus direct récemment en s'opposant à la Chine. Y a-t-il des pressions des États-Unis pour que la Nouvelle-Zélande impose des tarifs à la Chine, etc.? Non, pas pour le moment. Nous sommes un petit acteur. Vous savez, nous sommes au bout du monde, et un petit acteur relativement, avec une population de 5 millions. Et vous savez, les États-Unis se sont repliés sur eux-mêmes. À part imposer des tarifs et entrer en guerre, ils sont devenus assez centrés sur eux-mêmes. Surtout sous Trump, il n'y avait pas d'intérêt pour quoi que ce soit concernant la Nouvelle-Zélande. Et certainement pendant l'administration Biden, il n'y avait pas beaucoup de conversations et de dialogues au-delà du niveau des diplomates, mais rien au niveau national. D'accord. Je trouve cela assez intéressant aussi parce que, vous savez, je vous ai dit quand nous nous sommes rencontrés ici à Tokyo il y a quelque temps, qu'il y a cette idée parmi les Européens et les Américains aussi, que la colonisation est un mal du passé. C'est quelque chose comme le féodalisme. Nous savons que ce n'était pas bien. Nous savons qu'il y a eu des gens qui ont souffert, mais c'est terminé depuis longtemps. Et donc, cela n'a aucun impact aujourd'hui. Alors que si vous retournez la question et que vous demandez aux natifs de ces terres, que ce soit en Afrique, en Asie, dans les Amériques, en Australie ou en Nouvelle-Zélande, ils disent « non, c'est une histoire complètement différente ». Et bien sûr, cela continue. Et vous avez même un mot pour cela, comme colonialité, n'est-ce pas? Mais il me semble que nous sommes maintenant à un point quelque peu spécial, où il est même possible pour les peuples autochtones de réellement aborder ce sujet, de s'intégrer dans le processus politique, du moins dans certaines régions. En même temps, un processus de colonisation complètement différent se déroule en Israël, avec même l'extermination génocidaire de la population locale. Comment comprendre cela? Que nous avons encore la version la plus brute et la plus cruelle de la colonisation sous nos yeux, y compris un génocide.
tandis que d'autre part, certaines parties du globe ne sont pas en marche arrière, mais appelons cela une phase de guérison de cette tragédie. Yeah. Yeah. Tragedy. Yeah. I mean, Maori leaders Oui, have always je veux been dire, suspicious les leaders maoris ont toujours été méfiants envers les leaders Pākehā. Et donc l'un de nos prophètes les plus célèbres, Potirikirāngi, qui était vraiment influent au XIXe siècle, a exhorté notre peuple à maintenir la méfiance envers les Européens, malgré certains gestes chaleureux qu'ils ont pu faire. Et je pense qu'il est vraiment important de maintenir une dose saine de méfiance par rapport à ces types de relations. En fin de compte, ce sont des arrangements politiques, quelles que soient les concessions faites. Et ce n'est pas nécessairement à cause de la bonne volonté ou de la sorte de pureté de cœur de l'autre côté. Les gains que nous avons réalisés sont le fruit de protestations significatives, de résistance et de pression exercées sur le gouvernement, ainsi que de l'exploitation des mouvements internationaux. En un sens, ces choses ne nous ont pas été données. Elles ont dû être combattues. Et tout progrès futur devra toujours être combattu. Donc c'est dans ce sens que, bien que les choses puissent sembler harmonieuses ou en train de se résoudre aux yeux du monde extérieur, en coulisses, il y a une quantité significative de tension. Et cela éclate de temps en temps, vous savez. Je veux dire, un exemple de cela. Ce n'est pas nécessairement une affaire de gouvernement Maori Pākehā, mais la tournée des Springboks de 1991 qui a vraiment divisé le pays en deux. Il y a eu le plus haut niveau de violence et de protestation que nous avions vu depuis longtemps en 1981, en soutien au mouvement anti-apartheid de Nelson Mandela, mais cela a divisé le pays en deux. Donc ces choses doivent toujours être, vous devez constamment vous battre pour elles. Et maintenant, en ce qui concerne Gaza, quelle est l'opinion populaire? Oui. Donc, en grande partie, si vous parlez aux Maoris dans la rue, nous nous voyons dans le peuple palestinien, dans le sens où nous voyons la situation à laquelle ils font face. C'est quelque chose que nous avons affronté dans le passé, et nous faisons face à une autre facette de cela, si vous voulez. Il y a donc une quantité significative d'empathie et de soutien pour les Palestiniens, le modèle pour les peuples autochtones à travers le monde. Oui, oui, oui. C'était fou. C'était un peu comme retourner le monde à l'envers. Oui. Mais en grande partie, le soutien des Maoris concerne les gens. Lors de la récente manifestation, qui était probablement la plus grande que nous ayons vue dans ce pays, c'était en opposition au projet de loi sur les principes du traité de Waitangi, qui est une proposition vraiment radicale. Nous avons eu plus de 100 000 personnes qui se sont présentées au Parlement ce jour-là, ce qui est la plus grande manifestation unique de l'histoire de notre pays. Et il y a de grandes portions de ce qu'un jeune groupe d'activistes appelle les Asiatiques pour le Tino Rangatiratanga. Ils étaient là, un groupe important de population palestinienne locale était là pour soutenir le mouvement. Et aussi, un grand nombre de Pākehā et de frères et sœurs Pacifica étaient là aussi. Et donc, le mouvement rassemble les gens dans ce sens. C'est encourageant à entendre. Garrick, si les gens veulent lire plus de vous ou en savoir plus sur les recherches que votre institut mène ou les publications, où devraient-ils aller? Ils pourraient simplement aller sur Google, taper mon nom et m'envoyer un email. Je suis heureux de partager quoi que ce soit. D'accord. Tout le monde, si vous voulez entrer en contact, veuillez parler au professeur Garrick Cooper. C'est un grand spécialiste et un esprit brillant, et aussi quelqu'un profondément impliqué dans les cercles politiques maoris parce qu'il les étudie. Donc, professeur Garrick Cooper, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Garrick Cooper, thank you very much for your time today. Bonne nuit.